Ce n'était pas forcément aisé parce que brasser toute une spécialité sur moins d'une heure sans que ce soit catalogue, c'est pas forcément aisé, mais j'ai essayé vraiment de rendre les choses le plus pratique possible pour que ça vous serve et en effet que vous ayez un peu une idée de ce qui se passe de l'autre côté des demandes d'avis que vous pouvez faire et également comment peut-être améliorer certaines choses quand il y a à améliorer. Voilà le plan. Je vous propose qu'on essaie de faire une pause après les pathologies crâniennes. On aura fait le très gros du chemin et ensuite on passera rapidement en revue les trois derniers points. Le premier point, on va y passer pas mal de temps et ça concerne les généralités sur la neurochirurgie sans spécificité véritablement d'organes, donc pas le crâne, le rachis, les nerfs périphériques. Et donc on va commencer par ça. Alors, déjà pour rentrer et commencer par les choses peu agréables. Et quelques pièges qu'il faut éviter, alors qu'ils sont souvent plus des maladresses que des méconnaissances. Lorsque vous avez un patient que vous adressez ou avec qui vous discutez d'un diagnostic en rapport avec une pathologie intracrânienne, souvent les patients s'imaginent très très vite qu'ils souffrent d'un cancer, donc vraiment méfiance et prudence dans les diagnostics qu'on discute. Il est régulier d'avoir arrivé des patients ayant passé une IRM pour des troubles de la mémoire ou X ou Y et qui n'ont pas eu de rendez-vous en neurochirurgie avant un mois et qui ont passé un mois d'angoisse terrible parce qu'en bas du compte rendu de radiologie, il y avait un diagnostic évoqué de quelque chose en fait totalement bénin et qui n'avait rien à voir. Donc voilà, de la prudence et du tact pour ces diagnostics qui sont toujours difficiles à entendre dès que ça touche à cette région du corps humain. Petite spécificité, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus parce que vous êtes de toute la France. En Île-de-France en particulier, il y a une organisation qui est compliquée vis-à-vis de la neurochirurgie. D'une part, une gestion des urgences qui est organisée sur le mode d'une grande garde, c'est-à-dire qu'un hôpital, tous les jours, à partir de 18h, endosse les urgences neurochirurgicales et met à la disposition de la région l'ensemble du plateau technique nécessaire à gérer des urgences neurochirurgicales, donc avec une imagerie 24 heures pendant toute la nuit, une IRM, un scanner, un bloc opératoire, de la neuroradiologie interventionnelle. En termes d'avis, là aussi, c'est en termes surtout de pièges assez récurrents. C'est-à-dire qu'il y a une règle au sein même au sein du service du fonctionnement de la Grande Garde, qui est que lorsqu'on a donné un avis en Grande Garde, il est légitime d'estimer que c'est à l'équipe qui a donné cet avis, même si elle n'est plus de Grande Garde, au moment où il y a un contrôle, par exemple, de scanner à faire à 48 heures, de se réadresser à l'équipe, si ce n'est le chirurgien qui a donné cet avis, pour qu'il puisse s'assurer de la bonne ou de la mauvaise évolution, mais en tout cas qu'il puisse avoir un regard sans qu'on soit obligé de demander à d'autres chirurgiens de se pencher sur la question. Une autre difficulté qui est là aussi relativement spécifique à l'Île-de-France, c'est que la chirurgie de la colonne vertébrale est une surspécialité qui est partagée entre les neurochirurgiens et les orthopédistes. Voilà, donc par confraternité, il est de bon ton, quand on a demandé l'avis auprès d'un des deux spécialistes, de ne pas chercher à demander en même temps l'avis auprès de l'autre spécialiste, lorsque les deux font le même type de chirurgie. Quand vous avez un doute sur une image ou un diagnostic, en premier lieu, quand même, votre interlocuteur privilégié est le radiologue, si ce dernier n'est pas spécialisé en neuroradiologie. Et c'est en premier lieu, là aussi, à lui de demander un avis complémentaire auprès d'un collègue neuroradiologue. C'est toujours flatteur d'être interrogé sur des diagnostics au niveau d'image cérébrale, mais on a un regard qui est biaisé, même si on voit beaucoup d'imagerie, on a un regard qui est biaisé et les pathologies qui ne sont pas chirurgicales peuvent nous passer à côté et donc entraîner des pertes de chance pour les patients. Concernant les demandes d'hospitalisation, on est tous confrontés au même problème, les manques de lits, les demandes de placement de patients. J'ai mis cette remarque-là surtout par rapport à la problématique des hématomes intraparenchymateux, qui, je vous le rappelle, sont synonymes d'AVC hémorragique. Et donc, comme tous les AVC sont des pathologies jusqu'à preuve du contraire neurologiques et non neurochirurgicales, les demandes dans les services classiquement de neurochirurgie, il n'y a pas de place possible pour les patients qui ne sont pas strictement chirurgicaux. Il n'y a que des patients qui ont été opérés ou qui vont être opérés et pas de potentialité d'opération. Si on est dans cette situation-là, l'hospitalisation doit se faire dans ce qu'on appelle
un environnement neurochirurgical, un milieu neurochirurgical, c'est-à-dire au sein d'un hôpital qui dispose qui dispose d'un service de neurochirurgie, mais l'hospitalisation aura lieu dans un service de neurologie ou du JNV si c'est un AVC avec une bonne tolérance au niveau de la conscience, ou bien dans un service d'unité de soins continus ou de réanimation s'il présente des troubles de la conscience. Et nous, de notre côté, il est évidemment plus audible d'avoir le type de réponse que je vous ai mise pour rigoler, mais voilà, c'est vrai qu'il faut aussi qu'on soit plus didactique dans les réponses qu'on peut être amené à vous apporter. Quelques réflexes de prise en charge de la neurochirurgie, particulièrement en 2021. Je suis revenu à ce que les anglo-saxons appellent la neurological surgery, donc vraiment pour bien insister sur le fait que ce sont des opérations, mais qui se fondent sur les mêmes raisonnements qu'en neurologie. Je ne reviens pas sur les réflexes habituels de protection des axos, donc des agressions cérébrales secondaires d'origine systémique, et quelques réflexes autres de neurologie. Un point sur lequel je souhaite quand même insister par rapport à la neurologie, c'est qu'on est une spécialité qui repose extrêmement sur l'analyse sémiologique, ce qui se fait souvent peur aux non-spécialistes. Alors, l'idée n'est pas de faire une analyse sémiologique extrêmement pointue, mais on a besoin, malgré tout, au niveau de l'examen physique, d'avoir les grands schémas. Quand vous nous demandez un avis, de savoir si c'est du central ou du périphérique, on est complètement démuni si face à une jambe qui ne bouge pas, si on n'a pas d'arguments, on n'a pas d'éléments qui permettent d'étayer au niveau des tendons, au niveau des réflexes ostéotendineux, au niveau du tonus, au niveau de la force musculaire, etc. On va être très malheureux pour s'orienter dans l'arbre diagnostique. Et ça peut aussi bien être une pathologie crânienne que médulaire, rachidienne ou des nerfs périphériques. Au niveau de l'interrogatoire, lorsque vous adressez des patients en consultation de neurochirurgie, l'interrogatoire étant extrêmement important quand les patients sont confus ou qui ne parlent pas français, c'est vraiment obligatoire de s'assurer que le patient va pouvoir venir avec un accompagnant qui va pouvoir nous aider à dialoguer avec lui, sinon la consultation risque d'être soit très rapidement écourtée, soit entraîner des prescriptions d'examens complémentaires à rallonge pour essayer de comprendre ce qui se passe. Côté chirurgical, il n'y a rien de très nouveau sous le soleil. On est juste extrêmement embêté par les anticoagulants. Il y a un dilemme constant entre la prescription, notamment des nouveaux anticoagulants oraux, qui sont très plébiscités pour les problèmes cardiaques, en sachant que de notre côté, on est véritablement démuni lorsqu'il y a un saignement intracrânien sous ces molécules, parce qu'il n'y a pas d'antagonisation qui soit véritablement efficace, et donc on regarde les patients se dégrader devant nous sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Donc voilà, pour certaines indications, oui, vérifiez bien les facteurs de risque de chute, les facteurs de risque autres de saignement intracrânien, mais voilà, méfiance, c'est toujours très déplaisant de devoir limiter des patients sur une absence de chirurgie du fait justement de ces traitements. Un point là aussi qui rejoint un petit peu les patients qui est confus, etc. Il arrive de temps en temps qu'on ait des demandes d'avis, souvent pour des patients qui sont confus avec tutelle et qui est strictement opposée à toute forme d'intervention chirurgicale. L'avis du neurochirurgien peut être du coup attendre autre chose que 4 heures du matin, parce que en l'occurrence, il n'y aura pas de sanction sans l'accord. Le petit bonus 2021, on est tous dans la même situation, je ne vous l'apprends pas. Le Covid, pensez à la PCR, parce que de manière très pratique, nous, ça change la façon dont on opère au bloc opératoire. Il faut qu'il y ait une penseuse qui est hors salle et qui va nous chercher tous les instruments un par un. Et les penseuses qui sont en salle ne sortent surtout pas pour ne pas contaminer. C'est un élément complémentaire. Beaucoup de choses sont graves en neurochirurgie. Heureusement, certaines ne le sont pas, et c'est important de le savoir pour vous rassurer et pour rassurer les patients. Je vous ai mis à gauche toute une panoplie de diagnostics de kystes dont la grande majorité ne sont pas graves. Et quand vous voyez apparaître ces noms dans les comptes rendus, dans les conclusions des comptes rendus de radiologie, etc., vous pouvez globalement souffler et vous dire que ces anomalies-là, qui sont des anomalies des découvertes fortuites, n'ont très probablement aucun rapport avec la raison pour laquelle vous avez prescrit cet examen. Une méfiance particulière en termes de kystes sont les kystes colloïdes qui peuvent entraîner des hydrocéphalies aiguës, et ceux-là, évidemment, il ne faut pas les méconnaître. Un autre élément qui permet de se relâcher un petit peu, c'est quand vous avez la triade entre quelque chose qui est infinitésimal d'une étiologie bénigne et dans une localisation bénigne, même quand on parle du cerveau, il n'y aura jamais de sanction chirurgicale. Donc quand vous voyez une micro-lame d'hématome sous-dural chronique hémisphérique sans effet de masse, vous pouvez là aussi être rassuré, ce n'est pas quelque chose qui entraînera une sanction chirurgicale.
Dans les suites post-opératoires, au niveau du crâne, là aussi, rien de particulier en dehors, de la gestion des anticoagulants, là aussi sur lesquels on est toujours très, très embêtant. En gros, il n'y a pas de consensus, mais tant qu'il y a du sang qui est visible sur un scanner, on n'aime pas reprendre les anticoagulants. Quand il y a nécessité de reprendre les anticoagulants ou les antiagrégants, pour ce qui est des anticoagulants, on évite les bolus et une nouvelle fois, on préfère prescrire des médicaments qui sont facilement réversibles ou antagonisables pour éviter, pour pouvoir agir s'il y a un problème qui survenait. D'expérience de ce type de problème, c'est dans la huitaine de jours que la majorité des accidents peuvent se produire, en sachant que ça reste fort heureusement très rare. Au niveau du rachis, je vous ai mis en rouge cette phrase que je trouve assez, assez bien pour vous guider. Quand on a cette particularité en chirurgie du rachis d'opérer un organe pour soulager une autre localisation, en l'occurrence, dans la majorité des cas, des douleurs dans les membres. Et donc, ça n'est pas un échec de la chirurgie que de voir en post-opératoire des douleurs qui persistent au niveau axial. Les seuls moyens que nous avons pour soulager les douleurs axiales, donc les douleurs du rachis, que ce soit au niveau de la nuque ou au niveau lombaire, c'est en faisant des fusions osseuses ou des prothèses discales. En tout cas, tant qu'il n'y a pas de pose de matériel, on ne peut pas légitimement espérer avoir un soulagement. Donc un patient qui vient pour lomboradiculalgie, qui se fait opérer d'une hernie discale, repartira très vraisemblablement avec toujours des lombalgies, plus ou moins un peu surajoutées du fait de la chirurgie, mais notre chirurgie aura peu d'impact sur cette partie-là. En général aussi, ça, il n'y a pas de consensus, mais c'est des pensées, des croyances de chirurgiens. Quand on a une chirurgie dans laquelle il y a eu un travail discal, surtout au niveau lombaire, c'est-à-dire quand on a fait une cure de hernie notamment, on préconise en général de ne pas prendre la voiture en position assise pendant 6 semaines. Donc tous nos patients, même les hernies discales toutes simples, en tout cas dans notre institution, ressortent en ambulance pour être allongés et éviter que les systèmes ne s'entrechoquent pour en faire ressortir un fragment hernière. À titre d'exemple, le premier épisode de hernie est associé à 10 de chance de récidive, le deuxième épisode à 50 et le troisième épisode à 100. Donc en général, on prend les devants et on traite l'entièreté du disque au bout de la première récidive. De manière surprenante pour une partie des correspondants, il n'y a pas forcément d'indication après une chirurgie de la colonne vertébrale, en tout cas surtout pas à la phase précoce au niveau du dos. Il n'est pas question d'aller faire des massages antalgiques à côté d'une cicatrice qui vient d'être faite et qui est en train de cicatriser. Les indications, globalement assez reconnues pour la rééducation post-opératoire immédiat sont les indications dans lesquelles il y a un déficit neurologique, un membre qui bouge moins bien avant l'opération ou, ce qu'on n'aime pas, du fait de l'opération. Et là, évidemment, là, on fait de la kiné, mais qui ne portera que sur le membre en question. Un mot, puisque il est ici question de médecine polyvalente et un concept, auquel je suis très attaché qui s'appelle la récupération améliorée après chirurgie. Il a fallu beaucoup de temps aux chirurgiens pour comprendre qu'un patient n'était pas juste l'organe qui était opéré. En tout cas, voilà, il y a tout un changement de paradigme qui est imposé, notamment par des changements de durée d'hospitalisation, mais aussi par des désirs d'amélioration de nos critères d'efficacité et qui implique de prendre en charge le patient de manière globale et donc de l'optimiser en préopératoire, d'essayer de sevrer le tabac, d'essayer de faire du réentraînement cardio-pulmonaire avant d'opérer une mamie de 92 ans à qui on fera une chirurgie de canal lombaire étroit, parce que tout bêtement, elle ne pourra pas bénéficier de la récupération de sa marche si elle n'est pas en mesure de marcher tout court. Donc ça, c'est un changement de paradigme dans laquelle les médecins non chirurgiens ont évidemment une place très importante et qui est encore à définir, mais qui, à mon avis, va être fondamentale pour améliorer l'efficacité des traitements chirurgicaux. Dans les diapos qui vont suivre, j'ai tenté de vous résumer, en tout cas, ma façon de réfléchir et je vous invite à vraiment prêter attention sur les 2 raisonnements dont on va discuter maintenant. Qui vont concerner pour le premier le raisonnement face à un trouble de la conscience, qui est donc une situation un peu particulière, mais qui va nous amener aussi à réfléchir au raisonnement qu'il faut avoir, à mon sens, face à tout symptôme neurologique ou trouble neurologique focal.
Donc on va commencer par ce cas clinique qui est inventé, mais qui va nous permettre de réfléchir. Vous avez, un patient qui présente une céphalée occipitale brutale associée à des vomissements et très rapidement après, donc en quelques minutes, il présente un trouble de la conscience avec un Glasgow 6. Vous êtes appelé 20 minutes après le début des symptômes et vous avez le scanner qui vous est montré ici. Je vous l'interprète, pour vous, mais il a donc une hyperdensité qui correspond à un hématome, très vraisemblablement intraparenchymateux au sein du cervelet du côté droit avec, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais au milieu, il y a un petit peu d'inondation ventriculaire dans le 4e ventricule et ce qui semble être un début d'hydrocéphalie sur le scanner, qui vous est montré du côté droit. Donc la question, face à un trouble de la conscience, moi je vous dis comment je raisonne. Il y a 2 choses qui peuvent entraîner des troubles de la conscience. Soit il y a un trouble de la conscience qui est lié à une atteinte focale d'une zone du cerveau spécifique qui est la substance réticulée activatrice ascendante, donc en gros c'est le tronc cérébral et le thalamus qui nous permet d'être éveillés. Soit c'est un dysfonctionnement global de l'ensemble du cerveau avec, différents mécanismes et je vous ai mis les principaux, l'épilepsie, quand un malade a fait une crise d'épilepsie, il peut avoir donc des troubles de la conscience et bien ou sinon, une hypertension intracrânienne qui peut elle-même être en lien avec une hydrocéphalie ou bien avec, par exemple, un processus expansif intracrânien, en sachant que la tolérance à l'apparition d'un processus expansif intracrânien dépend énormément, bon, de la place qu'il y avait au départ dans la boîte crânienne, donc ça va être fonction de l'âge, plus on est vieux, plus on a de la place, mais également aussi de la vitesse d'installation et donc un hématome extradural qui apparaît très brutalement est beaucoup moins bien toléré qu'un méningiome olfactif qui s'installe sur plusieurs mois. Donc, quand on reprend notre cas clinique ici, le trouble de la conscience, est-ce qu'il peut être lié à un dysfonctionnement de la zone d'éveil qui, comme je vous dis, est le tronc cérébral ou le thalamus? La réponse, à mon sens, est oui, puisque le tronc cérébral est ici, il est quand même très proche de la zone qui a été atteinte. Donc on peut imaginer que cette cause-là qui pourrait être retenue pour expliquer le trouble de la conscience. Est-ce qu'on peut également penser à un dysfonctionnement global? Une épilepsie, les pathologies qui sont au niveau sous-tentoriel, donc dans le cervelet, n'entraînent pas d'épilepsie, donc ce n'est pas une cause qu'on peut retenir. L'hydrocéphalie, oui, mais il faut comprendre que l'hydrocéphalie, c'est la problématique de l'hydrocéphalie, en tout cas non communicante, c'est qu'il y a un robinet qui est ouvert en permanence, mais qui goutte au goutte à goutte, pas vite, et le problème apparaît quand, l'évier est bouché. Mais il y a rien qui va faire que le robinet va s'ouvrir plus et créer plus de LCR qu'il n'en créait initialement. Et donc dans ce cas-là, la chronologie d'apparition des symptômes chez ce malade ne plaide pas en faveur de l'hydrocéphalie comme cause du trouble de la conscience, parce que son trouble de la conscience est apparu très rapidement après sa céphalée. Pour que l'hydrocéphalie puisse être imputée dans la genèse de son trouble de la conscience, il aurait fallu que ce soit peut-être en heures. Donc quand on a réfléchi par rapport à ça, on s'oriente du coup plutôt sur un trouble de la conscience qui serait secondaire à une atteinte focale du tronc cérébral. Et donc, on va voir comment on réfléchit face à une atteinte neurologique focale. Une atteinte neurologique focale, en ce qui me concerne, je raisonne en 3 temps qui vous sont montrés ici. Le premier va nous permettre de savoir comment placer le curseur entre à l'état initial, quand la lésion est apparue, quand le problème est apparu, où se trouvait le curseur entre les symptômes qui sont en lien avec de la compression et ceux qui sont en lien avec de la destruction, qui du coup est d'emblée maximale. Il n'y a pas de possibilité d'espoir pour de la récupération en dehors de la plasticité cérébrale, etc., sur des lésions qui sont liées à de la destruction. Et donc, quand vous avez une section de moelle, bon, bah, la section de moelle, les choses sont réglées. Quand il y a un hématome qui détruit une région du cerveau, cette région est détruite. Point. Ensuite, les lésions qui sont liées à de la compression, c'est un peu différent parce que là, on a une potentialité d'action qui ne nécessite pas forcément qu'on agisse dans tous les cas, mais en tout cas, on a un levier sur lequel on peut jouer. Donc la première étape, c'est de voir en fonction de l'anatomie, là où se trouve le problème et ce qui serait théoriquement à l'origine des symptômes, où se trouve le curseur. Est-ce qu'on est plutôt sur de la destruction d'emblée ou est-ce qu'on est plutôt sur de la compression ou un mélange des deux? La deuxième étape va être en connaissant la tolérance des différents organes du système nerveux à la compression, se situer un petit peu de là où on en est actuellement et non plus à la phase initiale. Où est-ce qu'on en est actuellement en termes de curseur? Est-ce que la compression
persistante a pu entraîner jusqu'à présent une évolution de la compression vers la destruction. Je m'explique. Vous avez en dessous la tolérance des différents organes du système nerveux que je vous ai mis globalement à la compression. La moelle et le tronc cérébral, tout comme les nerfs crâniens et en particulier le nerf optique, sont extrêmement sensibles à la compression, à savoir qu'une compression, euh, mais ne serait-ce que quelques minutes, suffit à entraîner des lésions de destruction. Le cerveau, le reste du cerveau, est plus tolérant à une compression sans que ça entraîne de lésions irréversibles. Et les nerfs spinaux, en dernier, sont beaucoup plus tolérants à la compression. Et on va voir que dans les hernies discales, c'est ça le raisonnement qu'on va avoir, avec un bémol sur la symptomatologie qui est liée aux compressions nerveuses des nerfs du périnée, qui eux, pour le coup, sont assez mal tolérants. À titre d'exemple toujours, pour vous dire, en chirurgie cérébrale, on met des écarteurs parfois sur le cerveau, sans que ça entraîne de lésions consécutives. En revanche, il est hors de question de mettre le moindre écarteur sur la moelle ou le tronc cérébral ou encore sur le nerf optique. On dit dans le jargon que le simple fait de les regarder suffit à les paralyser. Donc vraiment, il y a différents niveaux de tolérance à la compression et cette deuxième étape va nous permettre de nous situer donc sur là où on en est désormais en termes de curseur entre compression, donc potentiellement réversible et destruction, et combien de temps nous avons encore avant que les lésions de destruction n'apparaissent. Le dernier point va guider surtout notre conduite à tenir, et à savoir, est-ce qu'on a le temps de laisser les choses se résorber spontanément ou pas? Je vous ai mis 2-3 exemples d'évolution classiques, hein, il ne faut pas les prendre forcément au pied de la lettre, mais que vous ayez un ordre de grandeur, un hématome, globalement, ça va gonfler pendant une huitaine de jours et puis ensuite, ça va régresser jusqu'à laisser une cavité qu'on appelle une porencéphalie, un trou, mais ça va prendre plusieurs mois. L'arthrose, il ne faut pas compter quand vous avez des symptômes qui sont liés à l'arthrose sur la diminution naturelle, de l'effet de l'arthrose évidemment, puisque ça ne va aller qu'en s'aggravant. Et donc, si on reprend ici notre cas clinique, la première étape est de savoir où situait, dès l'apparition des symptômes, le curseur entre compression et destruction. Eh bien, fort heureusement, l'hématome, là, il a touché le cervelet, il n'a pas détruit directement le tronc cérébral. En revanche, il a détruit une partie du cervelet, ça, ce sera irrécupérable. C'était à la phase initiale. La deuxième question est de savoir, du coup, depuis une vingtaine de minutes, où est-ce qu'on en est de ce curseur? Ça va dépendre de la tolérance du tronc cérébral à la compression. La tolérance du tronc cérébral est très mauvaise. Et donc, le curseur a très probablement déjà commencé à shifter vers des lésions qui sont liées à de la destruction. Combien de temps on a, qui est le pendant de cette question? Ça veut dire qu'on a très peu de temps. Et dernier élément de la réflexion, est-ce qu'on peut laisser les choses s'arranger d'elles-mêmes du fait de la connaissance de l'évolution naturelle d'un hématome? La réponse est évidemment non, puisqu'on a parlé d'une huitaine de jours pour que ça récupère, tandis que là, il va falloir y aller en quelques minutes. Donc tout ça pour vous dire que chez ce patient-là, la stratégie thérapeutique face à ce trouble de la conscience ne sera pas en première intention le traitement de son hydrocéphalie, mais sera l'évacuation en urgence du coup de son hématome cérébelleux de manière à éviter des lésions irréversibles du tronc cérébral. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Et ce que je vous dis, c'est que ce raisonnement, le deuxième élément de raisonnement face à une atteinte neurologique focale, c'est un raisonnement qui s'applique dans l'ensemble du système nerveux. Je vous ai remis un deuxième exemple ici. Vous avez une hernie discale L5-S1 latéralisée du côté droit qui va être conflictuelle avec S1 du côté droit. Si dans cette situation-là, on est face à un patient qui a des douleurs purement mécaniques, impulsives aux manœuvres de Valsalva, donc vraiment liées à la compression, et bien là, le curseur dont je vous parlais à la phase initiale, il va être du coup uniquement sur de la compression. La tolérance du nerf rachidien moteur et sensitif à ce niveau-là, qui n'est pas un nerf du coup du périnée, est bonne. Donc, connaissant l'évolution naturelle de la plupart des hernies, qui se fait globalement, on va mettre un petit bémol plus tard, vers la résorption, on peut se laisser le temps de voir les choses évoluer. Si je vous présente le même patient en vous disant qu'il commence à avoir des signes de douleur neuropathique qui témoignent d'une dénervation et donc d'une destruction du nerf, là, les choses évoluent différemment et donc on n'a plus tellement envie, on a l'information directe que le curseur est en train de se modifier et donc il n'est pas tout à fait
raisonnable, à mon sens, d'attendre plus longtemps avant de proposer une intervention, parce que l'intervention aura toujours le même niveau de risque, mais n'aura pas le même niveau de bénéfice, parce qu'on aura beau lever la compression, ce qui est détruit est détruit. Donc voilà, j'ai passé un peu de temps sur ce raisonnement parce que ça me semble important de bien comprendre ça. Et maintenant, on va passer. Vous allez voir que ce raisonnement, on l'utilise sur l'ensemble des pathologies de la neurochirurgie. Et on va passer un peu plus en revue ces différents points. Bon, je vous avais dit que c'était censé être un topo divisé en deux. On va passer sur le crâne tout de suite, si vous voulez bien. On fera une petite pause juste après. Les pathologies crâniennes, ce que je vous ai montré ici à l'image, c'est que c'est les avancées technologiques qu'il y a eu dans les dernières dizaines d'années. La neuronavigation, donc c'est une espèce de GPS qui nous permet au bloc opératoire d'avoir l'imagerie et un recalage entre la tête du patient et l'imagerie cérébrale qui peut comprendre, comme vous voyez en violet, des images de tractographie qui nous permettent de voir également les trajets des fibres nerveuses de la substance blanche. On a également donc des chirurgies qui se font de manière éveillée pour pouvoir tester les capacités neurologiques du patient pendant l'intervention. Et en bas à droite, le gamma knife qui correspond à de la radiochirurgie avec une irradiation focale de très très forte dose ablative de rayonnement ionisant et qui a été développé donc par un neurochirurgien. Je vous ai présenté du coup dans les différentes catégories d'organes, les points qui peuvent, à mon sens, vous être utiles ou peuvent être à l'origine de difficultés. Quand on parle de tumeurs, un point sur les tumeurs frontales. Tout le monde connaît le syndrome frontal désinhibé avec le patient qui se balade à poil dans le couloir. Méfiance pour ce qui est du syndrome frontal apathique, qui est beaucoup plus fourbe et qui mène à des errances diagnostiques parfois longues. Donc, face à un syndrome motivationnel un petit peu particulier, avec malgré tout un épisode de vomissement une fois de temps en temps, des petites céphalées, il faut chercher les signes cliniques d'hypertension intracrânienne qui peuvent vous ramener le diagnostic, non pas vers un syndrome frontal apathique ou un syndrome dépressif X ou Y, mais vers une pathologie basifrontale, avec au mieux comme diagnostic un volumineux-méningiome que vous avez à gauche, un volumineux-méningiome olfactif de croissance lente et donc de tolérance bonne, mais dans le pire des cas, un glioblastome, et on a perdu des semaines, voire des mois, ce qui arrive malheureusement régulièrement. Un mot, si vous êtes confronté à cette situation entre méningiome et les traitements hormonaux, ça a commencé avec l'androcure, ça se développe ensuite au luténil et au luthéran. Dans l'ensemble, la stratégie est la même globalement pour les différents médicaments. Il s'agit de faire une IRM de manière systématique à 5 ans de prescription ou, si vous avez des symptômes évocateurs, s'il y a un méningiome, il faut absolument l'adresser en neurochirurgie et arrêter le traitement hormonal. De notre côté, je vous ai mis les recommandations, vous aurez le diaporama si vous voulez lire plus de choses là-dessus. De notre côté, comment on va réagir par rapport à ça? C'est toujours le même raisonnement. On va d'abord voir l'évolution. Il faut savoir qu'une bonne partie des méningiomes hormonaux induits régressent à l'ablation, à l'arrêt du traitement hormonal. Donc si on n'est pas dans une zone qui est à risque, justement, par exemple, si c'est pas un méningiome qui vient comprimer le nerf optique, on suit toujours le même raisonnement en 3 étapes. Si c'est un méningiome de la convexité et que le patient n'a pas de symptômes, on peut se laisser le temps de voir s'il diminue. Et s'il persiste à une petite taille sans entraîner de symptômes, évidemment, on n'y touche pas. Un mot on en a déjà parlé de l'hématome intraparenchymateux, synonyme AVC hémorragique. L'AVC hémorragique est non chirurgical jusqu'à preuve du contraire. On va voir les quelques indications chirurgicales dans la diapo qui suit. Un mot par ailleurs sur les suspicions que vous pouvez avoir de tumeurs sous-jacentes, notamment si c'est un hématome qui est détecté à une phase un tout petit peu plus tardive qu'au moment de la céphalée. À ce moment-là, vous pouvez avoir une petite couronne hypodense au scanner qui peut vous faire suspecter une tumeur en dessous. Pensez bien à refaire l'IRM à 1 mois en précisant avec des séquences de caractérisation qui comprennent une spectroscopie et une perfusion, ce qui va permettre de faire le diagnostic de tumeur sous-jacente si nécessaire. Voilà quelques exemples d'images d'hématomes intraparenchymateux. À gauche, je vous ai montré le cas le plus fréquent en haut, qui correspond à une IRM, puisque c'est souvent des patients qui arrivent en alerte thrombolyse. Ils ont cette IRM et on voit donc il y a un hématome capsulo-thalamique, plutôt capsulaire d'ailleurs, capsulaire du côté gauche. Cet hématome, comme celui du dessous, qui lui est capsulo-thalamique, ne sera jamais chirurgical. Il ne sera jamais chirurgical. Ce qui est détruit est détruit.
on n'a pas de possibilité de récupération en dehors de la plasticité cérébrale, mais ça, c'est pas le chirurgien qui va l'entraîner. Et on va être plus délétère à essayer d'aller le récupérer qu'à le laisser se résorber tout seul. Donc, jamais d'indication chirurgicale pour ces hématomes-là. Au milieu, je vous ai mis un cas qui est un peu similaire. Cet hématome, vous voyez qu'il a un peu vieilli, justement, la couronne hypodense dont je vous parlais. Et là, cet hématome s'est déversé dans le ventricule latéral et puis ensuite a inondé l'autre côté avec un début d'hydrocéphalie. Là, on n'ira pas chercher l'hématome, mais peut se discuter en cas d'hydrocéphalie ou d'hydrocéphalie, qu'elle soit symptomatique ou non, peut se discuter une dérivation ventriculaire externe qui consiste à mettre un petit tuyau dans la corne frontale droite et à drainer le surplus de liquide céphalorachidien. Donc encore une fois, on ne traite pas l'hématome profond, mais on traite uniquement l'hydrocéphalie. Le dernier cas, celui de droite, correspond à un hématome qui est superficiel. On peut imaginer là aussi que si cet hématome était à l'origine, par exemple, si on prend l'hypothèse qui se situe en région sensitive, en arrière du Rolando, et qu'il est à l'origine, par sa destruction de troubles sensitifs hémicorporels gauche, si jamais apparaissent dans son évolution, heu, comme je vous ai dit, un hématome, ça gonfle pendant une huitaine de jours et ensuite ça régresse. Si au bout de 48 heures, le patient commence à présenter une hémiplégie, c'est donc qu'il y a un effet de masse qui se fait sur le ruban moteur et donc il pourra se discuter de lever la compression par une évacuation de cet hématome, mais ça reste des indications exceptionnelles. L'idée de faire une récupération du fait de la destruction est absolument pas réaliste. En traumato, un mot sur les hématomes sous-duraux parce qu'il y a eu un papier dans le New England qui a changé la prise en charge. Les corticoïdes n'ont plus leur place. On en a longtemps prescrit pour diminuer l'effet de masse. Ça n'a pas l'air de montrer son efficacité. Donc retenez qu'un hématome sous-dural qui est symptomatique doit être opéré. Symptomatique, ça veut dire quoi? Des signes d'hypertension intracrânienne, des troubles de la marche, un déficit moteur. Petite astuce face à un hématome de petite taille qui serait à l'origine d'un déficit moteur que vous trouvez, un peu atypique. Voilà, un hématome, je vous dis millimétrique, quelque chose de pas du tout chirurgical comme je vous l'ai dit, mais qui est à l'origine vraiment d'un patient qui est hémiplégique. Pensez à la crise d'épilepsie, ça fait criser les hématomes, il y a du sang, ça irrite le cortex cérébral et donc ça, le traitement sera avant tout de mettre en place des anti-épileptiques. En termes de diagnostic différentiel, ça, c'est pas absolument fondamental, mais il y a une différence entre les hygromes ou les hydromes, qui sont la même chose, et les hématomes. Les hydromes ou les hygromes sont surtout liés à de l'atrophie cérébrale. Je reviens sur la diapo d'avant, c'est ce que vous avez à gauche. Voilà, une atrophie frontale, cérébrale, qui entraîne une accumulation de LCR. C'est du LCR, c'est un peu plus noir que le sang, et donc ça, c'est pas une indication chirurgicale. De l'autre côté, vous avez l'inverse, le diagnostic d'hématome sous-dural subaigu qui est fourbe parce qu'il se détecte quasiment uniquement sur l'effet de masse qu'il engendre. Dans les deux images, vous avez la même chose. Deux diagnostics, à mon sens, importants à ne pas méconnaître en dehors de juste dire que c'est un hématome qui récidive. Quand vous avez un hématome qui a été opéré, un hématome sous-dural qui est opéré et qui récidive, il y a deux diagnostics à retenir. C'est l'ampième, c'est la principale complication à distance d'une chirurgie d'hématome sous-dural chronique. C'est dramatique, il y a un effet de masse qui est beaucoup, beaucoup plus important que là, la petite collection qui est là. Le diagnostic se fera par une IRM avec une injection et une restriction de l'ADC. Quand vous avez un patient jeune avec un antécédent de traumatisme, notamment au niveau rachidien et des hématomes sous-duraux bilatéraux, ça peut être un signe en fait d'hypotension intracrânienne qui entraîne un siphon du fait d'une brèche ostéodurale. Et donc, c'est l'IRM avec une forte pondération T2 qui permettra de faire le diagnostic. Je vous ai mis, désolé pour les âmes sensibles à ce type d'image, mais que vous vous fassiez une idée. À gauche, les images d'une intervention pour une cure d'évacuation, enfin une évacuation d'hématome sous-dural chronique. À droite, c'est un hématome sous-dural aigu. Vous avez à peu près le niveau d'échelle de la taille des instruments, mais globalement, c'est quelque chose de radicalement différent. L'hématome sous-dural chronique, c'est un trou d'1 centimètre. C'est une intervention assez miraculeuse parce que les patients récupèrent parfois complètement alors qu'ils sont hémiplégiques. L'hématome sous-dural aigu, c'est pas du tout, du tout, du tout la même chose. Là, on a un volet qui a compris quasiment tout l'hémisphère. Et vous voyez bien que le sang est accolé directement au cortex cérébral. Ce que vous avez sur le côté qui est replié, c'est la dure mère, la méninge.
et donc il n'y a pas eu de barrière protectrice par la méninge comme il peut y avoir dans l'hématome extradural, où la dure-mère protège quand même un petit peu le cerveau. Donc vous voyez bien que ce type d'intervention très iatrogène et très pourvoyeuse de complications, des suites qui sont difficiles, on ne le réserve que pour des patients qui sont jeunes et en excellent état général et à qui il est arrivé ce problème qu'on a pu prendre en charge rapidement. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez qu'on récuse des patients de 80 ans pour un sous-dural aigu. C'est absolument pas du tout le même type de chirurgie qu'un malade de 90 ans qu'on va opérer sans problème d'un sous-dural chronique. La distinction que vous connaissez évidemment entre hématome sous-dural et hématome extradural, voilà, globalement, l'hématome extradural, retenez qu'il y a toujours un trait de fracture parce que l'hématome extradural vient d'une plaie de l'artère méningée qui passe justement au niveau de l'os. La notion d'intervalle libre, très très importante. Voilà, c'est vraiment une cause d'erreur de prise en charge importante. Et cet hématome extradural n'existe pas chez le vieux. Ça n'existe pas. Je vous ai montré là aussi quelques images. Euh, Quand on fait une intervention au niveau cérébral, le premier temps, une fois qu'on a fait les trous dans l'os, ça va être de soulever le volet osseux pour pouvoir exposer la dure mère qu'on va ouvrir de manière précautionneuse. Chez le sujet jeune, soulever et détacher la dure mère de la plaque osseuse est quelque chose qui se fait très facilement parce que les deux éléments sont séparés. C'est pour ça qu'ils peuvent faire des hématomes extraduraux. Chez la personne âgée ou chez le tabagique chronique, la dure mère est complètement collée. C'est le geste que je vous ai montré ici. Et donc, on passe plusieurs minutes à essayer de décoller et de détacher, comme une crêpe qui serait restée trop longtemps à cuire sur la poêle. On essaie vraiment de décoller la dure mère de la table osseuse. Donc, vous vous doutez bien que dans cette situation-là, un hématome extradural n'est pas possible. Ça ne pourra pas se loger à ce niveau-là. À l'inverse, quand on a une atrophie cérébrale importante, là, il y a toute la place qu'on veut pour faire un hématome sous-dural. Donc le vieux, il n'aura aucun problème à faire un hématome sous-dural, le patient alcoolique aussi, parce qu'il y a justement de la place. Et petit rappel, les hématomes extraduraux sont retenus au niveau des sutures de la calvaria, à la différence des hématomes sous-duraux qui, eux, sont retenus au niveau des replis de dure-mère, donc par exemple de la faux du cerveau. Vous avez ici un exemple, la faux du cerveau et un hématome sous-dural qui s'arrête à ce niveau-là, il ne passe pas la ligne médiane, tandis que là, c'est un hématome extradural qui, lui, va être limité par la coronale et la lambdoïde. L'hématome extradural du vieux n'est pas un hématome extradural, il s'agit d'un méningiome qui est calcifié en général. On a déjà parlé d'infectieux avec les ampièmes. Les abcès, retenir que c'est plutôt une pathologie qui arrive spontanément, pas dans un contexte post-opératoire. Les deux sont des urgences et jamais de ponction lombaire. J'ai déjà vu des décès sur ce type de geste, donc jamais de ponction lombaire. De toute façon, l'abcès comme l'ampième va devoir avoir un traitement chirurgical qui aura un prélèvement bactériologique largement suffisant, donc pas de ponction lombaire. Voilà la fin de la première partie. Et est-ce que vous voulez qu'on fasse, est-ce que vous avez des questions? En fait, j'ai une question parce qu'il y a 2 diapos, vous parliez des hématomes sous-duraux chez l'alcoolique. Et Oui. pour avoir vécu ça une fois dans ma vie, j'ai été très embêté. C'est le chronique alcoolique, chronique qu'on connaît bien, qu'on sait qui arrive et qui va faire et qui a besoin d'être traité pour son sevrage alcoolique. Et donc, on lui met des benzos à forte dose, on l'endort. Or, on a eu une fois un patient comme ça qui est arrivé avec, on l'a bien vu, un trauma facial assez important. On lui a fait taper le scanner. Et le problème, c'est que comme on a eu besoin de l'endormir pour faire passer tout ça correctement, on se biaise la sémiologie clinique. Ma question, c'est est-ce que dans ces moments-là, il y a une solution pour éviter qu'on se biaise la sémiologie ou on verra après? Au moment de l'état d'alcoolisation aiguë, c'est vrai que c'est difficile. Ensuite, on se fondera plutôt sur les signes d'hypertension intracrânienne qui ne vont pas trop mentir. Si le malade se tient quand même la tête, s'il aura beau être il aura des signes. Mais en effet, sinon, il va falloir attendre le sevrage. Il faudra attendre le sevrage tout à fait pour mieux analyser l'état clinique du patient. Alors, bonne nouvelle pour les alcooliques et les patients atrophiques, on dit qu'ils sont protégés par le dieu Bacchus. Justement, du fait de leur atrophie, ils peuvent tolérer un hématome qui est plus volumineux que ce qu'un sujet de 20 ans non alcoolique ne pourrait tolérer. Ça laisse un peu souffler. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Merci à Bacchus.
Bon, du coup, j'enchaîne. Ça ira plus vite, je vous rassure, mais je voulais passer du temps sur les généralités. Les pathologies rachidiennes, je vous ai mis là aussi les évolutions récentes. En bas à droite, vous avez la chirurgie mini-invasive qui a complètement transformé les choses. Et puis là aussi, le GPS qu'on avait pour le cerveau, c'est désormais appliqué à la colonne vertébrale et qui permet de sécuriser la mise en place des implants dans les vertèbres. Donc, le raisonnement général, je ne vous le refais pas, c'est le même que que celui que j'ai mis sur les lésions neurologiques focales, mais ce qui va vous permettre de comprendre pourquoi vous pouvez également souffler et ne pas forcément être trop inquiet pour vos patients qui ont des hernies discales cervicales. Il y a deux grands types de hernies discales cervicales. Il y a celles qui partent sur le côté, quand vous voyez que ça va dans le foramen exclusivement, ça va comprimer la racine, ça fait mal, c'est une hémorragie cervico-brachiale, mais ça n'est pas grave. Donc ce malade-là, à l'image de gauche, n'a aucun risque de devenir paraplégique ou tétraplégique en fonction de la hauteur. Celui qui va plus nous inquiéter est celui qui va refouler le cordon médulaire. Et là, on n'a pas, connaissant maintenant la tolérance de la moelle à toute forme de compression, même s'il y a juste des signes radiologiques ou des potentiels évoqués sans qu'il y ait forcément de signes cliniques majeurs, on va être beaucoup plus agressif dans la prise en charge d'une compression de la moelle que dans une prise en charge d'une compression foraminale. Donc retenez cette différence, ça permet la majorité des cas se situe à l'origine provoque des névralgies cervico-brachiales. Les radiculalgies, je vous ai mis là aussi un nouveau papier qui est sorti, et justement sur le fait de connaître l'évolution des hernies discales lombaires. Les hernies discales lombaires, il est désormais recommandé de considérer le traitement chirurgical plus tôt. L'idée n'est pas pour moi de prêcher pour ma paroisse, mais c'est justement de considérer que la compression prolongée va commencer, mine de rien, à générer des lésions de dénervation à partir de 3 mois. Et donc, on gardera le même risque opératoire si la compression persiste, tandis que les bénéfices seront moins bons. Par ailleurs, la iatrogénicité, vous allez le voir, a très nettement diminué. Je vous ai mis quelques images. Une hernie discale, désormais, on utilise sur les images de gauche un système de dilatation comme des poupées russes où on met des tubes de plus en plus gros qui permettent de ne pas couper les muscles, mais uniquement de dilater et de dilacérer les fibres musculaires, ce qui fait que quand on les enlève, les fibres reprennent leur place, et ce qui est du coup beaucoup mieux toléré par le patient. À droite, vous avez des images, bon, c'est pas très honnête, c'est pas le même nombre de niveaux, hein, mais vous avez des images d'arthrodèse un peu ancienne école, et puis désormais, on peut faire des fusions osseuses sur l'image en bas à droite. Donc tout ça pour vous dire qu'on devient de plus en plus précoce dans la prise en charge des hernies discales lombaires qui ne cèdent pas à un traitement médical. Désormais, on considère à partir de 3-4 mois. En dehors des signes d'urgence, bien évidemment. La névralgie d'Arnold, juste savoir qu'il y a des traitements qui existent au niveau chirurgicaux et que soit c'est un traitement étiologique qui va consister à enlever de l'arthrose qui comprime le nerf C2 et à ce moment-là faire une arthrodèse qui est un traitement qui n'est pas anodin au niveau C1, C2, soit de faire un traitement qui est symptomatique purement. Et donc, c'est de la neurochirurgie fonctionnelle en mettant en place une stimulation occipitale. Et là aussi, ce n'est pas non plus dénué de retentissement, puisqu'il s'agit d'implanter un pacemaker pour stimuler. Je vous ai remis le testing moteur. Je ne vous ferai pas l'affront de vous le redétailler, mais pensez à l'utiliser quand vous communiquez. Ça évite d'avoir des discussions entre il bouge mieux ou moins bien la jambe. C'est toujours un élément important pour le suivi des patients. La chirurgie mini-invasive, on l'a vu. La lombalgie, je vous ai dit, on opère beaucoup le rachis pour soulager des membres, et depuis relativement peu, on a compris qu'il y avait de rares indications dans lesquelles on peut très efficacement soulager des douleurs du rachis et qui comprennent donc une nouvelle définition des pathologies discales, et c'est ce qu'on appelle la classification de Modic, que vous verrez peut-être dans les comptes rendus de radio aussi, surtout d'IRM. Il y a 3 stades dans la classification de Modic. Le premier est celui qui nous intéresse. C'est le stade inflammatoire. Les plateaux vertébraux vont être très inflammatoires, comme vous voyez, sur des séquences particulières qui sont les séquences TIR, qui sont très sensibles à l'inflammation. Et puis petit à petit, la pathologie va évoluer. Ça va devenir une métaplasie graisseuse et ensuite, enfin, fibreuse. Ces 2 derniers modiques sont moins propices au traitement chirurgical, mais le modique 1 est un candidat excellent pour soulager des patients qui ont des lombalgies chroniques. Ça a vraiment transformé la vie de patients. Alors, soit le traitement sera une arthrodèse, soit une prothèse. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais globalement, l'idée est d'interposer du matériel entre ces 2 plateaux qui sont très inflammatoires et pour soulager justement ces douleurs qui sont des douleurs discales. De l'autre côté de la colonne vertébrale, il est aussi possible de faire au niveau des articulaires, des fusions des articulaires. Il n'y a que comme ça qu'on peut éventuellement être amené, je dis bien éventuellement, être amené à soulager des douleurs articulaires.
Un mot sur la LIF, donc l'arthrodèse antérieure, donc pour le modique. Beaucoup de patients s'inquiètent sur la mobilité du rachis après. Tiger Woods en a eu une, ça ne l'a pas trop dérangé. En termes de traumatisme, ça a un point qui peut être sujet à des visions différentes de la part notamment de confrères rhumatologues, mais je pense qu'il est important de bien considérer que le traitement de la fracture ostéoporotique doit être considéré comme toutes les fractures. Il n'y a pas de raison, à mon sens, d'attendre plusieurs semaines pour traiter ces fractures-là, comme on n'attendrait pas de plusieurs semaines pour traiter une fracture du radius. Il y a donc un traitement qui est efficace, qui a été démontré à plusieurs reprises comme diminuant la mortalité, je dis bien la mortalité, pas juste la morbidité, justement du fait de la diminution des complications de décubitus, de la diminution des troubles respiratoires liés à la douleur et à la prise de morphine, des infections qui en découlaient. Donc il y a un traitement qui est efficace. La cimentoplastie au niveau vertébral qui s'appelle donc la vertébroplastie, et en fonction des cas, lorsque les patients ont un très bon état général et qu'on se pose la question, comme vous voyez sur l'image de gauche, en bas à gauche, de la stabilité de la colonne vertébrale après et de la statique globale, il peut se discuter de faire ce qu'on appelle une kyphoplastie. Je vous ai mis des images. On a des petits crics, comme des crics de voiture, qui permettent de rehausser les plateaux vertébraux progressivement, ou alors des ballonnets, là aussi, qui permettent de rehausser les plateaux. La crainte étant que, quand vous voyez, plus les plateaux vont être cassés, comme c'est le cas dans les fractures vertébrales, au niveau du coin antéro-supérieur, plus le reste du corps va également se déplacer vers la partie antéro-supérieure, entraînant ce qu'on appelle la cascade fracturaire. Et donc, c'est des malades qui vont petit à petit se déséquilibrer vers l'avant, ce qui va entraîner non plus des douleurs mécaniques purement osseuses, mais des douleurs musculaires. Donc, quand les patients ont une grande espérance de vie, il est plutôt recommandé, ou je recommanderais plutôt de s'orienter vers une kyphoplastie que vers une simple cimentoplastie antalgique. L'oncologie rachidienne, c'est un vaste débat et si ça vous intéresse, je serais ravi de revenir vous en parler. Un élément très important qui a changé la donne, c'est que la radiochirurgie est apparue au niveau rachidien, permettant de délivrer des doses ablatives juste à côté de la moelle, mais quand même, quand on dit juste à côté de la moelle, il faut quand même créer un espace de protection d'au moins 3 mm. Et donc, on fait de plus en plus de traitements en équipe où on s'accorde entre radiothérapeutes et neurochirurgiens ou chirurgiens orthopédistes pour créer un espace autour de la moelle épinière et ainsi permettre de délivrer la dose ablative par les radiothérapeutes. L'idée n'est du coup plus d'intervenir sur la colonne pour enlever toute la vertèbre, ce qui était associé à une mortalité qui était considérable. Un mot, vraiment juste un, sur les lombostas, etc. Moi, je suis personnellement pas contre quand c'est à visée antalgique, mais éviter de les faire porter en permanence. Ça entraîne des amyotrophies avec des patients qui ont au final plus mal à l'ablation des orthèses antalgiques qu'ils n'avaient mal auparavant. Les nerfs périphériques, on touche à la fin. Les nerfs périphériques, le canal carpien, les syndromes canalaires, donc de manière générale, et puis les tumeurs, la neurofibromatose. Un mot à retenir sur les compressions canalaires, quelles qu'elles soient, les trois principales, je vous les ai mises ici, c'est de ne pas attendre la myotrophie. Dès lors que vous avez des signes de perte axonale au niveau de l'EMG, je vous invite à l'orienter vers une chirurgie. Ce sont des petites chirurgies et ça ne sert à rien d'avoir une main de prédicateur pour commencer à considérer la chirurgie de libération ulnaire. On a là aussi toujours le même raisonnement, mais on n'aura pas les mêmes résultats alors qu'on aura pris le même niveau de risque. Les tumeurs des nerfs périphériques, la neurofibromatose, un mot, c'est que la neurofibromatose, ça ne s'explore pas tout seul dans son coin, c'est en centre de référence. Il y a différents centres en France et donc ça nécessite une exploration aussi bien dermatologique que neurochirurgicale, etc. À Paris, il y a l'équipe de Mondor qui est référente. Pour finir, un point qui me semble très important et auquel je tiens énormément, c'est les pathologies liées prise en charge en neurochirurgie fonctionnelle. Je vous ai mis différentes images. On ne va pas parler du Parkinson avec la stimulation cérébrale profonde, mais surtout de la douleur. La neurochirurgie de la douleur souffre des mêmes, sans mauvais jeu de mots, souffre des mêmes maux que ceux qui ont habité les soins palliatifs il y a quelques années, c'est-à-dire qu'ils ne sont sollicités maintenant et la neurochirurgie de la douleur n'est sollicitée que en toute dernière ligne, ce qui du coup ne permet pas sa réalisation de manière efficace. Il y a beaucoup d'options. Certaines sont liées à de la neuromodulation, c'est-à-dire sans entraîner de lésion quelconque du système nerveux. D'autres sont liées à de la neurochirurgie lésionnelle qui a été complètement abandonnée dans d'autres indications de neurochirurgie fonctionnelle, c'est-à-dire faire des trous sur des zones, dans des zones du système nerveux.
mais qui prennent tout leur sens en neurochirurgie fonctionnelle de la douleur, lorsqu'il s'agit de douleur, par exemple, chez des patients en fin de vie, où il peut tout à fait être audible de perdre une partie de la sensibilité pour soulager une grande partie des douleurs. Je vous ai mis ici les principales indications. Le plus simple, c'est quoi? C'est la pompe à morphine. La pompe à morphine, ça consiste à mettre soit au niveau lombaire, soit en intratécal au niveau cérébral dans les ventricules, un petit cathéter qui est connecté à une pompe qui va délivrer en permanence et qui permet de diminuer d'un facteur 10 les doses systémiques de morphine. Pour les failed back surgery syndrome, le FBSS, c'est donc en gros toutes les chirurgies de la colonne qui ont beurré. La stimulation médulaire est une excellente solution qui est validée aussi bien au niveau médical que médico-économique, en réduisant les coûts par rapport aux réinterventions itératives. Quand il y a des arrachements du plexus brachial ou alors du plexus lombosacré, vous pouvez tout à fait orienter là aussi en neurochirurgie de la douleur. Il y a ce qu'on appelle la DRES, qui est la zone d'entrée des rameaux de la douleur au niveau de la moelle qui peuvent être coagulés de manière à soulager les patients. Même chose, et pour terminer sur cette partie-là, les patients qui ont des cancers pelviens extrêmement douloureux ou gynéco, la cordotomie, qu'elle soit percutanée ou open, c'est-à-dire coaguler une partie des fibres sensitives au niveau de la moelle, permet là aussi un soulagement qui est en moyenne de 6 mois à 1 an, mais qui permet quand même de gérer des douleurs très très importantes. La douleur trigéminale, beaucoup d'options existent, toutes sont globalement bonnes. Le ballon, la thermocoagulation ou la DMV qui nécessite une chirurgie ouverte. Mais encore une fois, le maître mot de tout ça, c'est l'anticipation et ne pas attendre que les patients ne soient plus en mesure d'être opérés, même pour des chirurgies relativement modestes comme une pose de pompe intratécale, pour se poser la question de ce type de traitement. Je vous remercie. Désolé pour la durée et pour le speed, et j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Antoine. Franchement, chapeau, c'était une super présentation complète. Tu as déroulé tout le panel de la neurochirurgie. Et nous, ça nous permet, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti plusieurs fois, de visualiser des choses que l'on ne voit pas d'habitude. Et donc, maintenant, ça va nous parler, alors qu'avant, ça ne nous parlait pas forcément et c'était plus théorique que pratique. Moi, j'ai une petite question autour des corticoïdes, qui était notre seule action possible, nous qui ne sommes pas très doués avec nos mains et nous ne savons pas très bien manipuler le bistouri. La messe est dite, plus de corticoïdes dans les hématomes sous-duraux. Ouais. Quel argument donne-t-on aux patients? Ça n'a pas été prouvé, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a des réticences Pas d'efficacité. Pas d'efficacité. OK. Je me permets de reprendre 2 secondes la main pour vous reparler du projet initial. Tac. J'ai vu que certains étaient arrivés un peu après. Il est là. Donc, en un mot, la preuve en est aujourd'hui. Vous étiez quasiment une centaine connectés et parfois plusieurs autour d'un même écran. Donc, ces staffs de médecine polyvalente, ça marche, c'est utile. On a pour objectif d'étoffer cette équipe des staffs de médecine polyvalente. Donc, vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez. L'objectif de tout ça est d'améliorer nos pratiques, que ça représente l'ensemble de l'exercice de la médecine polyvalente, que ce soit dans le cadre de la médecine interne ou de la médecine polyvalente. Et l'idée est de répartir les rôles entre nous. Il n'y a rien d'obligatoire. C'est le temps que vous voulez, le temps que vous êtes disponible. Il faut prendre du plaisir. L'idée, c'est d'être autonome selon nos compétences. Et il y a tous ces petits rôles-là à se répartir. Choisir des thématiques qui nous correspondent, qui répondent à nos pratiques, des orateurs, une quinzaine par an. Animer les staffs, organiser les replays, l'enregistrement, le montage et la mise en ligne des présentations pour ceux qui ont pu les louper, l'envoi des mails, l'éventuelle communication via les réseaux sociaux ou des revues et éventuellement rechercher des financements ou organiser les retours. Est-ce que vous êtes content des staffs? Est-ce que les orateurs sont contents? Et éventuellement, pourquoi pas, des publications derrière. Si vous êtes partant, envoyez un petit mail à staff.médecinepolyvalente@gmail.com. Merci, n'hésitez pas à prendre la parole si vous souhaitez poser des questions, que ce soit sur les staffs ou sur la présentation. J'ai une petite question par rapport aux corticoïdes. Est-ce que le mannitol est un médicament qu'on peut utiliser à la place du corticoïde là, par rapport à ce que vous avez dit, l'hématome sous-dural?
Non, non, le mannitol, c'est un médicament, alors en tout cas, moi, personnellement, que je n'utilise pas, qui est prescrit par nos collègues réanimateurs. Ça demande un petit peu de surveillance, notamment au niveau du iono et tout. Pas d'efficacité démontrée sur l'hématome sous-dural. Voilà, du New England qui est sur les sous-duraux chroniques, c'est que globalement, bah, s'il est symptomatique, faut y aller chirurgicalement. Voilà, donc c'est soit il n'est pas symptomatique et puis on attend et puis peut-être qu'il va se résorber, soit il est symptomatique. D'accord. Dernière question. Vous nous avez parlé quand même des différences de pronostic de récupération quand il y avait des lésions de destruction ou de compression. Est-ce qu'on pouvait faire la différence, enfin, est-ce qu'il y a des critères cliniques et radiologiques qui nous permettent de dire ça c'est de la destruction ou ça c'est juste de la compression, par exemple face à un hématome? Alors là, en l'occurrence, oui, en l'occurrence, chez un patient, chez le patient, le cas clinique qu'on a vu au niveau du trouble de la conscience, oui, ce qui va permettre in fine de rentrer dans notre, de déterminer, ça va être en effet une IRM. Il y a plein de types d'IRM qui sont faites, des IRM pronostiques pour des patients qui restent dans le coma, etc. Et, ce qu'il faut savoir malgré tout, c'est qu'au niveau technique, les réanimateurs, faire une IRM sous-âgée chez un patient intubé, etc., c'est hyper contraignant. Et par ailleurs, ça prend du temps. Donc là, quand on parle d'une échelle de temps qui est en minutes ou en maximum en heures, le fait de passer par la case IRM sera une perte de chance pour le patient. Donc on a besoin quand même de s'aider de plusieurs autres, voilà, d'autres béquilles, notamment cliniques. C'est pour ça que la chronologie est quelque chose d'hyper important. Et puis voilà, ce que je voulais vous exposer tant bien que mal avec ces deux types de raisonnement, c'est sur quoi on se fonde voilà, pour faire ces choix-là, que ce soit au niveau cérébral. Donc en effet, l'IRM sera l'examen de choix. Au niveau médulaire, pareil, l'IRM et les potentiels évoqués. Et au niveau périphérique, l'EMG pas tellement. Quand il y a des signes d'atteinte très importantes, ok, ça nous parle. Mais ça va surtout être la clinique, pour le coup, comme je vous disais, avec les signes de neuropathie, de douleurs neuropathiques, avec des brûlures nocturnes, des dysesthésies, des fasciculations. Bon, ça nous parle, mais ça parle quand même qu'il n'y a pas juste des lésions de compression. Merci. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une petite question, moi j'étais plus en difficulté sur la cimentoplastie dans les fractures vertébrales, donc tu as bien donné ta position là-dessus. C'est vrai que moi, en parlant à droite à gauche avec des rhumatos, des gériatres, ça fait pas consensus. Quand je faisais un peu de biblio sur internet, il y a une étude qui traîne de contre placebo de cimentoplastie qui disait que ça marchait pas. Du coup, j'étais un petit peu perdu. Alors du coup, pour toi, avec ton expérience, à qui proposer une cimentoplastie sur les fractures vertébrales? Sur quel type de fracture? Enfin voilà, est-ce que tu peux juste élaborer un peu plus? Merci. Bien sûr, bah, avec plaisir. Donc, il y a eu en effet, il y a eu une première étude en 2009 qui n'était pas très probante, avec bon, il y a des questions des questions de méthodologie qui peuvent se poser, mais il y a eu d'autres études qui ont été faites, d'autres essais contrôlés qui ont montré une efficacité justement même sur la mortalité. Quelle fracture traiter? Bah, voilà la question. Moi, je serais partisan pour ce qui est en tout cas des fractures porotiques, hein, on parle. Les fractures porotiques, donc c'est des fractures que les radiologues appellent des fractures tassement, mais qui sont donc des fractures en compression de type A1, donc une fraction, la partie antéro-supérieure. Lesquelles traiter? Bah, quand il y a une bonne corrélation clinique entre un patient qui est très douloureux au niveau local, qui va vous montrer avec le doigt, j'ai mal au niveau de L2, et que vous avez à l'IRM une fracture vertébrale récente pour faire le distinguo. Je vous invite là aussi à demander des séquences TIR. Les fractures qui sont encore fraîches, qui sont à l'origine potentiellement de douleurs, en tout cas de douleurs liées à la fracture, pas liées à la déformation, sont des douleurs qui prennent encore le signal en STIR, donc qui flashent en STIR. Ces patients-là, moi, je serais enclin à proposer la cimento le plus vite possible. Je ne vois pas vraiment d'intérêt. La cascade fracturaire, ça c'est un autre problème parce qu'il a été dit, je pense à ça en vous donnant cette explication, mais il a été dit que ça augmentait le risque de fracture dans des étages adjacents. La vérité est probablement que de toute façon, la maladie est diffuse, hein, il n'est pas question de faire ce traitement de cimentoplastie sans traitement de l'ostéoporose par ailleurs. Mais c'est surtout que, comme je vous montrais en termes de statique rachidienne, ça, il est bien montré que la pression qui est exercée sur les vertèbres adjacentes, une fois que l'une des vertèbres est en syphose,
l'effet sur les vertèbres adjacentes va être du coup de majorer le risque de fracture et donc de majorer la cascade fracturaire. Donc personnellement, ma stratégie, c'est comme ça que je gère les choses. Quand il y a une fracture récente validée au niveau de l'IRM et au niveau de la clinique avec un patient qui a une douleur élective au niveau de la fracture, les patients le montrent relativement bien. Ça, à ce moment-là, moi, je ne vois pas d'intérêt de tarder pour proposer ce traitement et les patients, véritablement, je trouve, sont soulagés. Quand le malade est un petit peu précaire d'un point de vue et d'un point de vue clinique général, on se limitera à un traitement de cimentoplastie, traitement de l'ostéoporose et c'est tout. Quand le malade est en très bon état général et il a 60 ans, il a une ostéoporose et il se déforme, là peut se poser la question du coup, en effet, de faire un traitement aussi de la déformation, et c'est-à-dire donc de mettre ces petits crics ou ces ballonnets pour redonner une forme appropriée. Ça changerait au fait que de toute façon, à la fin, il va falloir mettre du ciment, mais c'est essayer de traiter la déformation pour qu'il ne fracture pas plus et que du coup, il puisse être soulagé sur les années qui lui restent des douleurs musculaires qu'il peut y avoir, de la sursollicitation de la colonne pour essayer de se redresser. Il va essayer de redresser de sa kyphose en tirant sur ses muscles érecteurs du rachis, ce qui va lui provoquer des douleurs dorsales sur le long terme. Voilà un petit peu comment je raisonne, mais ça c'est plus une question technique entre kypho et cimento. Mais de toute façon, la cimento, pour moi, pour les fractures vertébrales récentes, qui sont symptomatiques, bien évidemment, je ne vois pas de raison de ne pas la proposer. Je sais pas si... Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question concernant le Keppra ou les traitements antipélieptiques. Quand est-ce qu'il faut les donner? Est-ce que quand on a une atteinte du cortex, on les met en systématique? Voilà, je suis un peu dans la difficulté face à des patients où je ne sais pas quand est-ce que faut les mettre. Moi, j'avais bien compris pour ce qui est des corticoïdes, on les met pas, on les met que si c'est des lésions tumorales pour diminuer l'œdème périlésionnel. Sinon, c'était une balance bénéfice-risque négative avec des risques infectieux. Mais j'ai pas trop saisi en fait pour les antiépileptiques. Voilà. Oui, Merci. Pas de souci. Donc en effet, c'est exactement ça pour les corticoïdes, hein. Les corticoïdes, pour diminuer l'œdème périlésionnel dans les tumeurs, aucun problème entre guillemets, avec toutes les réserves qu'il peut y avoir sur les corticos, mais c'est tout à fait adapté en gardant en tête qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait le moindre doute au niveau de l'IRM sur un lymphome, qui négativera comme dans le reste des organes. Les prélèvements, absolument surtout pas de corticoïdes non plus lorsque le diagnostic différentiel est un abcès cérébral. Ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc là aussi, méfiance. Ensuite, pour ce qui est des antiépileptiques, il n'y a pas de recommandation à mettre des antiépileptiques de manière préventive pour, en gros, aucune lésion cérébrale qui n'a pas crisé. En pratique, les lésions qui sont très épileptogènes, c'est les abcès cérébraux qui sont très œdématogènes et très épileptogènes. Donc ça, personnellement, je les mets même en systématique dès qu'il y a un abcès cérébral. Pour ce qui est des tumeurs, il n'y a pas de recommandation à en faire. Donc la chirurgie en soi va être pourvoyeuse la chirurgie, quand on va enlever une tumeur intraparenchymateuse, va être à l'origine d'une agression contre le cortex cérébral qui peut entraîner au périopératoire des crises convulsives ou des crises épileptiques X ou Y. En général, à ce moment-là, donc on instaure un traitement par Keppra qui sera du coup géré par le spécialiste, mais en gros, on fait un traitement qui va durer quelques mois maximum avant de l'arrêter. On part du principe que la crise convulsive qui est survenue en périopératoire est liée à la cicatrice qui s'est faite sur le cortex et que ça s'estompe. Donc on fait un test, un sevrage et puis on voit comment ça évolue. Donc le patient qui ne crise pas, de toute façon, n'aura pas d'antiépileptique. Vous parlez du Keppra. Le Keppra, en effet, c'est un médicament qu'on aime bien, qui est relativement bien toléré, avec comme effet secondaire principal chez les personnes âgées et les personnes un peu excitées au niveau psychiatrique d'être un petit peu agiteurs. Donc voilà, c'est la seule en gros contre-indication qu'on se fixe. Mais pas de traitement systématique de manière préventive. Donc on ne traite que de manière curative, en dehors, je vous dis, des abcès éventuellement, ce qui est mon cas en tout cas. Merci beaucoup. Parfait, écoutez, merci beaucoup Antoine. Il y a un peu de monde dans le bureau, je m'excuse, donc ça fait
un petit peu de bruit. Bon après-midi à tous, bonne consultation, bonne visite, bonne réunion. On se retrouve le 17 juin à 13 h pour les 2 présentations sur l'hyperosinophilie et les chutes de la personne âgée. N'hésitez pas à envoyer un petit mail si vous souhaitez, si vous hésitez à faire partie des staffs de médecine polyvalente. Et puis, écoutez, encore merci à toi, Antoine, pour ta présentation. Je vous en prie. Bonne journée à tous.